Alors, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Monsieur David Naoum, qui est le fils d'André Naoum, qui était un immense romancier, novelliste, juif tunisien, qui a vécu à Sarcelles, qui est mort en 2015 et qui a vécu longtemps, qui a eu une belle vie. Mais je vais vous demander d'abord de nous présenter votre père, Monsieur David Naoum. Qui était André Naoum? Alors, André Naoum a été médecin à Tunis, puis à Sarcelles, depuis 1961. Et quand il est né à Tunis en 1921, c'est le début de son dernier livre, là de mon frère de lait, c'est-à-dire El Khmar Akhi Bereza, je crois. Voilà. Et donc ça, c'est le début de sa vie. Et donc, il a fait ses études. Bon, il a été une vie très longue. Il a été prisonnier par les Allemands. Il a été un proche de Bourguiba à l'époque et du Destour, puisqu'ils étaient tous, en fait, médecins. Les médecins à Tunis étaient pour l'indépendance, comme tout le monde. Et puis l'histoire a fait qu'il est parti en 61 et il a atterri à Sarcelles, où il a fini sa carrière et où il est décédé. Il a d'ailleurs une allée à Sarcelles avec ma mère qui, elle, avait été ambulancière pendant la guerre de 40 en Allemagne, enfin contre l'Allemagne. Enfin, voilà, donc ça c'est le... En plus d'être médecin, il écrivait des livres. Et des livres qui étaient très orientés vers toute sa vie à Tunis et sa culture judéo-arabo-tunisienne. Arabo-tunisienne parce que les Tunisiens, ils sont à la fois berbères, arabes, grecs, vandales, romains, enfin plein de choses. Voilà, donc c'est cette culture qu'il a voulu faire survivre au travers de ses livres et il en a publié plusieurs, d'ailleurs avec un qui était sur un médecin de Kérouan du Xe siècle, un qui était sur le boxeur Young Perez, qui était champion du monde tunisien de Bodj, et d'autres sur l'humour judéo-arabe notamment, qui a été publié et republié après. On va tout à l'heure parler de la publication de ce conte « L'âne, mon frère de lait » aux éditions du Mercredi, qui est une édition bilingue. Il est déjà paru en 2015. Je crois que c'est le dernier ouvrage de votre père. Eh ben, il l'a présenté à Montreuil en décembre 2015, au Salon de Montreuil. Le Salon Jeunesse. Et le lendemain matin, il est mort. Alors là, après son café, après avoir pris son café. Après avoir bu son café, donc c'est vraiment une œuvre testamentaire. Il a eu, voilà, en tout cas, la joie de voir son dernier livre publié. Et elle est testamentaire dans son histoire même. Exactement. Puisqu'elle commence avec sa naissance, où on l'a nourrie au lait d'ânesse, mon grand-père ayant loué une ânesse pour la mettre dans la cour de la maison à Tunis, ce qui n'était pas très pratique. C'est la question que je voulais vous poser, parce que quand on le lit, c'est un conte et on se demande... Est-ce que c'est une histoire vraie? Alors, le début est vrai. Ah oui, la fin évidemment. Voilà, mais la fin est tellement émouvante. Alors, le début est un peu documentaire, puisqu'on voit effectivement en 1921 la médecine, la naissance, etc. Et puis surtout, à la fin, c'est l'exil. Et ce qui est très, très touchant, c'est cette relation entre le descendant du descendant du descendant de l'âne, fils de l'ânesse qu'il avait nourri, et mon père. Et ces retrouvailles, en quelque sorte, pleines d'émotions, d'affection et de regrets de l'un et de l'autre, l'un d'être parti, l'autre d'avoir vu partir et d'être abandonné en quelque sorte. Oui, puisque dans ce conte, le vieil âne qui est retrouvé par votre père à la fin de sa vie évoque le départ de la famille de Tunisie. C'est une évocation du départ des Juifs de Tunisie. C'est un exil, c'est un arrachement, et en même temps, c'est un amour qui dure. C'est là où l'émotion se situe, puisque effectivement, on voit que, si vous voulez, la Tunisie était le lieu où tous les voisins habitaient depuis des éternités, depuis des milliers d'années, on peut dire, quelle que soit leur religion, leur origine, etc. Puisque la Tunisie, plus que tout autre pays d'ailleurs, a été traversée par toutes les cultures, y compris les germaniques, puisqu'il y avait les Vandales, y compris les Grecs, puisqu'il y avait l'Empire grec qui s'était rendu. Et donc, même ce mélange avait créé une proximité entre tout le monde qui était absolument adorable et disparue. Alors,
est-ce qu'on peut parler un peu aussi de l'œuvre de votre père et situer ce conte dans l'œuvre de votre père? C'était la première fois qu'il écrivait un conte pour enfants? Alors oui, c'est le seul conte pour enfants qu'il a écrit. Il a été poussé d'ailleurs par notre amie Elisabeth Bramy, qui est une auteure jeunesse, et qui était sa grande amie, et qui est restée notre grande amie d'ailleurs, et à laquelle d'ailleurs le livre est dédié. Elisabeth Bramy, donc, qui m'a aussi poussé à faire traduire le livre en français et en arabe pour que finalement on sente le lien qui existe entre ces deux cultures, ces cultures tunisiennes et françaises, musulmanes et juives, arabes et juives aussi, vous voyez. C'était important parce que votre père, pour lui, il se sentait un lien entre la France et la Tunisie? La Tunisie, c'est sa terre natale. Et comme il disait dans une interview, d'ailleurs, parce qu'il avait été interviewé par Spielberg à propos de l'occupation allemande, puisqu'il avait été prisonnier par les Allemands pendant la guerre, et il disait « Je suis né à Carthage il y a plus de 2000 ans ». C'est ce qui est vrai. Mais en même temps, le fait d'être né après le protectorat français, c'est-à-dire que la culture française est arrivée en 1881, alors même que la Tunisie avait commencé à se libéraliser, puisque le pacte fondamental avait été fait par le Bey en 1856 à peu près, ou qui mettait tous les citoyens au même niveau, à égalité, ce qui n'était pas auparavant. Et donc en 81, quand la France est arrivée, la culture française a envahi, puisque finalement, malheureusement, localement, les écrits n'étaient pas très importants. On n'avait pas une grande culture littéraire en Tunisie jusqu'à cette époque. Et puis, elle ne s'est exprimée qu'au travers, finalement, de la culture française, qui a développé en même temps la culture arabo-musulmane, juive, etc. Bon, et donc, cet attachement à la France vient du fait qu'il était au lycée Carnot, qu'il avait appris... Bon, sa langue était le français. Mon arrière-grand-mère ne parlait pas le français. Elle parlait que l'arabe ou le judéo-arabe. Mes grands-parents parlaient les deux. Et mon père parlait l'arabe aussi, mais moins bien. Et surtout le français. Est-ce que vous pouvez nous dire comment il est devenu écrivain? Quand on est médecin et qu'on décide finalement de passer à l'écriture, c'est totalement... c'est un autre monde, c'est un autre univers. C'était un besoin, c'était absolument nécessaire pour lui. Alors, la médecine est un art. Et donc, en dehors de l'acte médical qui lui-même est un art, souvent les médecins ont besoin de s'exprimer. Il y a des peintres, il y a des écrivains, il y a des poètes, toutes sortes des chanteurs, bref. Et oui, des chanteurs, notamment Amir est dentiste. Donc, si vous voulez, c'est un art. Et lui a commencé à écrire à Sarcelles, pas avant. Et quand le premier livre qu'il a écrit, c'est Partir en Capara, il commence par « Je suis né le derrière entre trois chaises, la peur, la honte et le péché ». Ah oui, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Hein. C'était une culture, c'est comme ça. Bon, mais c'était la culture, effectivement. La peur, la honte la et peur le péché. du gendarme, toujours. Le péché, les religions, les péchés, bien entendu, parce que c'était pieux, tout le monde était pieux. Et la honte des voisins. Et attention aux voisins, il ne faut pas qu'ils pensent mal. Donc vous voyez, c'est parce que c'était des petites communautés qui étaient un peu, pas refermées sur elles-mêmes, mais ouvertes, mais pas en privé, si vous voulez. Et son idée, c'était de recréer la Tunisie de son enfance dans des livres, dans des... je dirais, épingler quelque chose, un monde qui a disparu, le préserver. Il ne voulait pas que cela meure. Et c'est une aspiration qu'on comprend. Quand on est en période de transition, qu'on est en exil, après tout, Victor Hugo à Guernesey a écrit des livres sur son enfance en France. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de Sarcelles, puisque la ville de Sarcelles a honoré la mémoire de votre père et de votre mère avec une allée dans la ville. Pourquoi cette ville a été importante pour lui? Pourquoi est-il resté toute sa vie à Sarcelles? C'était une ville nouvelle au départ, pour un nouveau départ. Exact. Beaucoup des amis de mon père, qui étaient médecins à Tunis aussi, qui sont venus en France, se sont installés, qui dans le 16e, qui en province, etc. Lui n'a pas voulu suivre le chemin, c'était un original aussi. Et il a dit, Sarcelles,
ça a un avenir. Et il s'est installé là, c'était un des premiers médecins. Il y avait des gens qui commençaient à arriver en 61. La vague des gens d'Algérie n'était pas encore arrivée, donc il y avait des gens un peu de partout, d'Égypte, de Turquie, enfin vous voyez, de tout le monde, des Vietnamiens, des Malgaches. C'était vraiment très 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 bariolé. Et j'avoue que j'ai eu une adolescence sarcelloise, puisque j'ai eu une enfance tunisienne, mais une adolescence sarcelloise, qui était sans tâche. Vraiment extraordinairement sereine. Vous voyez, aucun conflit, aucune animosité. Les voisins pouvaient être italiens, maltais, chrétiens, musulmans, bouddhistes ou n'importe quoi, mais on s'en foutait totalement. Ce n'était pas le problème. On était en classe, on s'amusait, on faisait des surprises parties. Et puis voilà, c'était tout. Alors moi, ce que je trouve très beau, c'est quand un fils vient parler des livres de son père. Souvent, quand un écrivain meurt, parfois ces livres deviennent indisponibles et vous êtes obligé d'aller chez le bouquiniste pour le retrouver. Et là, votre père est décédé en 2015 après avoir eu une belle vie, une vie réussie. Et puis, voilà, ce livre continue à vivre. C'est une nouvelle édition qui est bilingue. Comment on protège l'œuvre d'un parent qui est écrivain quand il n'est plus là justement pour venir, puisque je n'ai pas connu votre père, mais Georges Morin qui est là m'a dit que c'était un fidèle du Maghreb des livres et je pense que c'est important pour tous ceux qui l'ont connu qu'on continue à parler de lui à travers ses livres. Et l'année dernière, je me souviens avoir interviewé le fils de Josette et Maurice Audin. Et c'est beau de parler de ses parents qui ne sont plus là. Et voilà, et ça, moi ça me touche. Et voilà, j'aimerais que vous nous parliez de ça. Alors, la republication de ce livre est excessivement symbolique. D'abord parce que c'est la synthèse de la vie de mon père, du début à la fin, on peut dire. Et puis, le mélange de français et d'arabe fait la jonction entre des cultures qui connaissent un peu des tensions. Et là, c'est pour participer à l'élimination des tensions entre ces deux langues, qui sont très belles d'ailleurs, parce que l'arabe chanté est très beau. Je me rappelle de chants de Jouini ou de... Eddie Jouini, c'est ça. Eddie Jouini, Tahtal Yasmina Tefellil. Vous connaissez cette très belle chanson? De temps en temps, j'entends des chansons à Radio Orient, mais je ne les connais pas bien. Tahtal Yasmina Tefellil, c'est très très beau. Ou alors de Journaux, Raoul Journaux. Ça, c'est de la musique, le malouf, etc. Bon, toute cette culture arabe, qui est en fait arabo-berbère, puisque les Tunisiens sont des zénètes d'origine. Après, ils se sont convertis, etc. Ils ne sont pas d'arabes. D'ailleurs, je crois que Bourguiba s'est posé la question de faire de la Tunisie un pays arabe ou non. Parce que c'est un tel mélange qu'effectivement, on peut se demander si c'est pas... Bon, heureusement d'ailleurs que ce n'est pas pur, c'est très bien. Et donc, ce livre est une synthèse de la vie de mon père. Le contenu de la pensée de mon père se trouve dans d'autres livres aussi, dans Humour et sagesse, judéo-arabe, donc qui est aussi à la fois qui a un mélange des contes de Shah et des proverbes. Il avait fait un bouquin sur les contes de Shah aussi déjà, c'était son deuxième livre. Et puis il avait fait des livres historiques aussi, parce qu'il s'est intéressé à Kérouan, où au IXe siècle, il y avait un médecin qui s'appelait Yitzhak el-Israéli, qui était un très grand médecin qui a été très connu dans le Moyen-Âge. Et puis sur Young Pérez, bien sûr, qui était le boxeur tunisien par essence, qui était champion du monde, vous vous rendez compte, un champion du monde dans les années 20, qui malheureusement est mort à Auschwitz, enfin à la sortie d'Auschwitz du moins, mais qui était un garçon qui avait... Enfin bon, il avait eu son heure de gloire, c'était beau. Si vous le voulez bien, je ne sais pas si on a encore un peu de temps... Là, on a du temps. Tant mieux. C'est tellement rare d'avoir du temps. J'aimerais bien que vous nous lisiez, si vous acceptez. Alors, en français, sauf si vous êtes capable de le lire en arabe, ou alors il faudrait demander à quelqu'un ici qui sait lire l'arabe. Hafid Adnani devait venir. Voilà, le traducteur devait venir. Il a été retenu en Italie, et donc il devait lire un extrait en arabe. Mais si vous voulez lire une page... qui vous paraît
symbolique de ce très beau conte. Voilà, ça me ferait plaisir. La main tendue, je lui ai longuement caressé le museau. Ses oreilles pendaient. Il releva sa lourde tête et me dévisagea de ses doux yeux noirs. « Pourquoi as-tu mis tant d'années à te manifester ?» Il tremblait et s'essoufflait vite, mais il reprit. « Tu nous as manqué. Tu sais, nous ne sommes pas comme vous, les humains. Nous n'avons aucun moyen de te joindre. Nous ne sommes pas libres. Nous ne voyageons pas. Nous ne pouvons utiliser ni téléphone, ni ordinateur. Toi, tu pouvais, mais tu n'as rien fait. Alors, à force de t'attendre de génération en génération dans notre famille, nous avons fini par croire que tu nous méprisais. » Merci, c'est très beau, puisque c'est les retrouvailles entre deux frères qui ne se sont pas vus depuis des années. Deux frères de lait. Très belle expression. Oui. Je peux le lire en arabe? Avec plaisir. Oui. Merci beaucoup, c'est très gentil. Lequel? Ce que j'ai lu? Oui. C'est celui-là? Oui. كانت يدي ممدودة ومسكت رأسه لفترة طويلة وكانت أذناه تتدلى. رفع رأسه الثقيل وحدق بي بعيونه السوداء وقال: لماذا استغرقت كل هذه السنوات قبل أن تأتي؟ كان يرتجف ويتنفس بسرعة لكنه استمر: افتقدتك. أنت تعلم أننا لسنا مثلكم. أنتم البشر لم تكونوا لدينا وسيلة للوصول إليك. نحن لسنا أحرار. نحن لا نسافر. لا يمكننا استخدام الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر. أنت كان بإمكانك أن تتصل بنا ولكن لم تفعل شيئا. لذلك من جيل إلى جيل في عائلتنا اعتقدنا بأنك احتقرتنا. Merci. Alf Shukar. Alf Shukar. Merci bien. Écoutez, je ne peux que recommander ce magnifique livre. C'est le dernier livre écrit par André Naoum, qui est décédé le lendemain de la présentation du livre en 2015 au Salon Jeunesse de Montreuil. Et là, s'il nous entend, son livre est publié en français et en arabe par son fils, David Naoum. Alors, avec Eva Sanchez-Gomez pour les dessins, des dessins magnifiques. Ça peut faire un beau cadeau pour tout le monde, hein, pour les enfants, pour les adultes. Et puis, les traductions qui sont donc je vais le reprendre, traduit en arabe par Hafid Adnani, qui n'a pas pu venir, mais qui est présent en pensée. Merci.